14 h. Passez une belle journée à ce soir. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Il est midi, voici les titres de ce journal. Il a 30 ans et il est grenoblois. Le bac pro fête cette année son 30e anniversaire. L'occasion de célébrer les réussites de l'enseignement professionnel dans certains établissements de l'académie. Illustration au lycée Pablo Neruda de Saint-Martin-d'Air en Isère. Jusqu'à dimanche, la station des Contamines Montjoie en Haute-Savoie devient terre de télémarque en accueillant une étape de la Coupe du Monde. L'élite mondiale de la discipline y est regroupée. Parmi elles, Antoine Bouvier qui espère bien briller à domicile pour sa dernière saison. Et puis un coup d'œil sur la météo de votre après-midi. L'hiver se prend toujours pour le printemps, même si la couleur du ciel change un peu. Du soleil, on passe au gris cet après-midi, avec des nuages et la possibilité de quelques averses. Les températures restent douces, comptez de 6 à 12 degrés. Mais d'abord, je vous le disais en titre, vous ne le saviez peut-être pas, mais le bac pro est grenoblois. 30 ans qu'il existe cette année et la filière se porte plutôt bien. Dans l'académie, près de 7800 élèves se préparent ainsi à passer leur examen en juin prochain. Reportage au lycée Pablo Neruda de Saint-Martin-d'Air en Isère ce matin avec Anne Diard et Yves Mariglot. L'homme à l'écharpe rouge, c'est lui qui a inventé le bac pro. Il a proposé l'idée au ministre de l'Éducation Jean-Pierre Chevènement en janvier 1985. 8 mois plus tard, les premiers élèves faisaient leur rentrée à Grenoble. Le décret créant le bac professionnel a été pris après la rentrée et la loi qui permettait de faire en sorte que ce décret soit publié encore un mois plus tard. Donc l'éducation nationale s'est allée très vite quand elle le veut. En 30 ans, le bac pro est devenu le premier diplôme de formation professionnelle initiale préparé en alternance école-entreprise. Et s'il souffre encore parfois d'une mauvaise image, il ne la mérite pas. Oui, on s'en sort et en particulier, on peut permettre de faire des parcours qui n'auraient pas été possibles si ces jeunes avaient continué en voie générale parce qu'ils finalement ils ne trouvaient pas de sens aux apprentissages et au transfert de connaissances qu'ils avaient, quoi. C'est le cas de Sandro par exemple. Parti d'un bac pro chaudronnerie, il se retrouve aujourd'hui en 2e année de BTS et il n'en revient toujours pas. Je suis heureux, oui. Après, malgré que ce soit dur, il y a un palier qui est assez grand de passer en bac pro jusqu'à un BTS, mais il faut s'accrocher et je leur conseillerais de s'accrocher. Si vous voulez découvrir toutes les possibilités qu'offre le bac pro, rendez-vous à la halle Clémenceau de Grenoble. Une vingtaine de lycées professionnels de l'agglomération présentent leur formation jusqu'à 19 h. Et toujours à propos d'éducation, cette annonce, 300, c'est le nombre d'enseignants supplémentaires dont bénéficiera l'Académie de Grenoble à la rentrée 2016. Et cela pour répondre à l'évolution des effectifs. Article complet à découvrir, vous le voyez sur notre site internet alpes.france3.fr. Et puis dans l'actualité, il y a aussi cette annonce, une aide de 4,5 millions d'euros allouée par le Conseil régional de PACA pour participer à la construction du nouveau tunnel du Chambon sur la route départementale 1091 entre Grenoble et Briançon. Un effort financier qui sera voté dans la journée en séance plénière. Depuis le 24 novembre, vous le savez, l'Isère et les Hautes-Alpes sont de nouveau réunis grâce à l'ouverture d'une petite route de secours aménagée sur l'ancienne piste forestière. Il fait doux, très doux même ces derniers jours. Ça ne vous a pas échappé, un air de printemps et des températures qui malmènent le peu de neige tombée. À la Fécla en Savoie, pendant que certains en profitent, les équipes de la station, elles, veillent à ce que sa conservation soit la plus longue possible. Cédric Lepoidevin et Frédéric Pasquette l'ont constaté hier. Regardez. 11 degrés, un 28 janvier. La station de la Fécla a pris des allures printanières en cette période hivernale. Entre 20 et 30 cm de neige résistent aux rayons d'un soleil pourtant bien présent chaque jour. Des conditions qui restent plutôt bonnes pour ces pratiquants de ski nordique. Ouais, en ski de fond, c'est convenable. Ça suffit. Ça suffit pour nous faire plaisir. Ça fond quand même un petit peu. Donc en espérant que ça retombe pour les prochains. Et les prochains vacanciers attendront forcément le même enneigement pour février. Ici, 138 km de pistes sont maintenus ouverts sur un domaine nordique qui en compte 150, grâce aux chutes de neige du début du mois et à la neige de culture. Mais le redout est là et aucun nouveau flocon ne se profile. Alors pour février, neige ou pas neige?
Ça va tenir, c'est sûr. On est quand même en montagne, donc les nuits sont encore fraîches, heureusement. Maintenant, on n'a pas non plus une garantie neige jusqu'à la fin des vacances, qui se termine le 6 mars. Il faudrait que ça reneige durant les vacances, mais on est prêt à accueillir les premières semaines de vacances. Sur le domaine de ski alpin, les pistes sont plus clairsemées. Là, ça commence à être limite un peu, surtout sur les entrées de piste. Les responsables du site, eux, s'attendaient à pire. On a à peu près 75% des pistes ouvertes et on est relativement content par rapport à ce qu'on craignait. Ouais. On est surpris de la tenue du peu qu'on avait. Par prévention, des opérations de réenneigement vont être menées tout le week-end avec la collaboration des clubs qui se muniront de pelles pour reboucher la piste ici et là, avec la fermeture de 2 pistes sacrifiées aussi, afin de récupérer la neige et de l'épandre sur les pistes principales du domaine, de quoi préserver un manteau neigeux suffisant, juste une semaine de plus. Ailleurs, dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, on s'intéresse à la grogne des taxis qui protestent partout en France, vous le savez, contre la concurrence des VTC, ces voitures de transport avec chauffeur. Eh bien, sachez qu'à Lyon, ils sont parvenus à un accord, mais sans en donner pour l'instant le détail. Une délégation de chauffeurs de taxi qui dénonçait le partenariat entre l'Olympique lyonnais et la société Uber a rencontré ce matin à la Chambre des métiers des représentants du club de football lyonnais. Rencontre qui a permis de désamorcer le conflit, mais dont les aboutissements restent pour l'heure confidentiels. Je vous propose d'écouter le président de la Fédération des taxis indépendants du Rhône. C'est anormal de faire un partenariat avec une entreprise qui ne respecte pas les lois françaises. Donc on espère que M. Aulas va être compréhensif là-dessus et que les VTC aient le droit de travailler sur le stade, ça ne pose aucun inconvénient, mais qu'il y ait un partenariat avec cette société nous gêne beaucoup. Retour sur la neige, mais de manière un peu plus engagée, cette fois-ci avec la très belle performance de Kevin Rolland qui remporte l'épreuve de ski superpipe des Winter X Games. Ça s'est passé à Aspen, aux États-Unis, cette nuit pour nous. C'est la 4e fois que le skieur de la Plagne, médaillé de bronze au JO de Sochi en 2014, s'impose lors de ce grand rendez-vous annuel des sports d'hiver extrêmes. À noter également la médaille de bronze remportée par Ben Valentin, lui aussi originaire de la Plagne. 2 Français sur le podium des X Games, on n'avait pas vu ça depuis l'époque de Xavier Bertoni. Et puis, sachez qu'à partir d'aujourd'hui et pour tout le week-end, la station des Contamines Montjoie, en Haute-Savoie, organise une étape de la Coupe du Monde de télémark. Elle reçoit à ce titre l'élite mondiale de la discipline et dans ses rangs, Antoine Bouvier, globe de cristal en 2013, qui espère bien briller. Ariane Savary et Christian Mathieu. Jour de relâche entre 2 épreuves de Coupe du Monde. Antoine Bouvier a encore les jambes un peu lourdes, mais il remonte volontiers sur les planches. S'il a choisi le télémark il y a 15 ans, c'est pour l'élégance et la beauté du geste. En télémark, en fait, on a plus de liberté de mouvement, parce qu'on a le talon qui est libéré. Et du coup, ça nous apporte plus de proximité avec la neige, plus de sensations. On fait plus corps avec le terrain et c'est vraiment différent du ski. Épouser les mouvements de la piste, frotter le genou contre la neige. 13 ans que le contaminard pratique la discipline au plus haut niveau. 2016 sera sa dernière saison. Cette Coupe du Monde à domicile a une saveur particulière. Il y a aussi toute la station qui va être derrière moi pour me soutenir. Donc c'est une chance et je vais essayer de le prendre du bon côté pour vraiment profiter de cette ambiance-là pour me transcender le jour de la compétition et pas non plus l'inverse, me mettre une pression, parce que moi ce que je veux c'est vraiment profiter de ça, ces 5 jours de course et repartir de là avec le sourire. Globe de cristal en 2013 en parallèle sprint, le trentenaire a gardé la tête froide. En télémark, pas de star system, on se débrouille avec les moyens du bord. Chacun s'occupe de son matériel et les compétitions se font sur les congés payés. C'est une autre façon de voir les choses et quand je pars en compétition, c'est vraiment pour le plaisir. Quelque part, j'ai aussi mon autre métier à côté et que ça marche, si ça marche pas, à la limite, j'ai pas tout perdu. C'est vraiment, je le prends vraiment comme ça, comme un loisir, comme un plaisir. Et c'est aussi une bonne façon de se préparer pour les compétitions. Le plaisir comme carburant et peut-être ce week-end, un podium à la maison. Un nouvel
nouvel exemple à présent du champ d'application et de recherche du synchrotron, l'accélérateur de particules implanté à Grenoble. Des scientifiques britanniques ont en effet percé un secret, la façon dont la nature produit des couleurs inaltérables. Et cela en étudiant le plumage du jet. Reportage de Céline Aubert et Christelle Nicolas. Seule la nature produit des couleurs inaltérables. Un mystère qui intrigue les scientifiques. Comment les plumes des oiseaux ou les ailes des papillons conservent leur beauté, ne ternissent et ne fanent jamais. C'est le sujet d'une expérience conduite au cœur du synchrotron à partir du plumage du jet. C'est ici qu'on place l'échantillon, qui peut être une plume ou un capillaire ou toutes sortes d'échantillons. Le faisceau de rayons X arrive ici. Il est généré par le synchrotron de ce côté-ci et il va dans cette direction vers les détecteurs. Grâce aux rayons X, les scientifiques sont entrés dans la nanostructure de la plume du jet. Dans un poil, puis dans une très petite partie jusqu'à la matière spongieuse composée d'orifices. C'est la taille de ces cavités et leur distance qui décident de la couleur. Noir, bleu et blanc comme un cheveu humain avec plusieurs teintes. Le fait que la couleur ne soit pas issue d'un pigment, mais soit issue d'une structure, c'est connu depuis plusieurs décennies. Ce qui reste une question ouverte, mais qui est en partie résolue par cette expérience, c'est comment la matière s'organise vraiment pour former cette structure. Combiner optique et rayons X, c'est la particularité de cette ligne de lumière. Une machine capable d'analyser un échantillon à une échelle entre 100 et 1000 nanomètres. Une partie seulement du synchrotron, un anneau géant où circulent les électrons à une vitesse proche de celle de la lumière. Les rayons X arrivent de ce côté à l'échantillon et ensuite sont détectés là, dans les détecteurs qui sont situés dans le chariot. Plus on veut regarder des distances importantes dans l'échantillon, plus il faut pousser le détecteur loin et au maximum on peut le pousser à 30 mètres de l'échantillon. Percer le mystère de la couleur, un vieux rêve de scientifique. Cette expérience a été réalisée par des Britanniques, des professeurs de l'université de Sheffield. Leur objectif, pouvoir reproduire des couleurs inaltérables avec une empreinte carbone plus faible. La nature produit des couleurs de façon différente alors que nous ne produisons des couleurs que chimiquement avec des pigments et c'est très cher. Nous voulons créer un système qui dépense moins d'énergie et aussi juste savoir, comprendre par amour de la connaissance. Et tout scientifique veut faire du monde un monde meilleur. D'autres aventures attendent le synchrotron. De nombreuses études sont réalisées dans les 43 lignes de lumière du site, dans des domaines aussi divers que la médecine ou la paléontologie. Mais pour l'heure, l'impressionnante machine est en maintenance, un grand sommeil qui s'achèvera fin janvier. Cette autre aventure, à présent, elles sont deux et ensemble, elles ont sillonné pendant 2 ans tout le continent américain, caméra au point, pour s'imprégner d'expériences et de rencontres. Maïté et Florence livrent aujourd'hui un film de témoignage, une invitation à repenser notre mode de vie occidental. Joël Serroni et Florine Eba les ont rencontrés, regardez. Depuis quelques mois, Maïté et Florence ont rangé la caméra et sillonnent la France pour présenter leur film, L'élan, ou Comment vivre autrement. Leurs chemins se sont croisés à l'école d'agronomie de Montpellier. Leurs valeurs communes ont fait le reste. On vit de manière simple, à essayer de produire notre alimentation, à essayer d'économiser les énergies. Nous, on n'achète rien de neuf. Donc oui, on a la vie qui est dans le film, on l'a nous aussi, et avant tout. À la recherche d'autres modèles, elles ont parcouru le monde et rencontré des hommes et des femmes qui témoignent. Contamination. On a fait les choses à l'envers. Normalement, avant de faire un film, on réfléchit à ce qu'on veut et on part filmer ce qu'on veut, quoi. Et nous, on est partis, on a filmé tout ce qui nous intéressait. Et ensuite, on s'est retrouvés avec genre 130 heures de rush et à se demander comment on allait organiser tout ça, quoi. Voilà. On s'est laissé porter par les rencontres. Et voilà. Avec un thème oui, qui nous tenait à cœur. On savait l'idée. L'idée, c'était, on n'est pas obligé de subir ce mode de vie-là et ses conséquences. Il y a plein de choses belles qui sont accessibles, quoi. Tout est là, tout est là. I don't have a fancy car. I don't own a house. I don't have these needs, which leaves me free to do what I like to do. Et en plus, il fait de super salades quand même, ça fait rêver. Ah, il était sympa, il a une mais c'est voix, vrai. Hein. Ouais. Nous, on n'est pas du tout dans le mec avec la grosse voiture et tout, on est le mec avec la grosse salade et tout ça.
Les belles salades de Will, 2 oursons et leur mère, un élan se désaltérant dans un lac. Les images d'un voyage qui a duré 2 ans à travers tout le continent américain. En stop ou parfois en bateau pour les grandes traversées. À la rencontre de scientifiques, architectes, paysans qui témoignent d'expériences de vie plus respectueuses des hommes et de l'environnement. Après 1 an de pause pour le montage du film, elles ont repris la route pour un tour de France qui passe aujourd'hui par le village natal de Maïté. Le film, ça fait rencontrer aussi des gens. Après la projection, quand il y a des débats, il y a plein de très belles choses à faire ici. Je veux dire, on peut voyager dans sa commune, dans voilà, sa région finalement. À Champsaudrac, on a plaisir à voir revenir l'enfant du pays pour une projection unique qui sera suivie d'un débat. Ah, super, ils ont mis l'affiche pour dimanche. Mais pour cette séance, pas de tarif affiché. Chacun apportera selon ses moyens des denrées non périssables au profit de l'épicerie sociale. Et puis du film, on passe à la scène et au rire. Pour terminer ce journal, nous partons en Savoie, à Arèche-Beaufort, où a débuté hier soir le festival Les Sommets du Rire. Un rendez-vous très attendu par le public, mais aussi et surtout par de jeunes talents qui comptent bien sur l'événement pour lancer leur carrière. Reportage de Denis Vigneaud-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Par conséquent, on ne peut plus dire d'un handicapé qu'il est handicapé, mais plutôt que c'est une personne à mobilité réduite, c'est plus poli. Idem, on ne dit plus un aveugle, mais un non-voyant. Par contre, on peut continuer à dire d'un sourd qu'il est sourd, on s'en fout, il n'entend rien. Pour sa 13e édition, le festival Les Sommets du Rire a sélectionné 8 candidats, 6 garçons et 2 filles, inconnus du grand public, mais qui possèdent en commun ce petit grain de folie que le monde attend. Un besoin de rire et de faire rire qui ne les quitte jamais, même quand ils doivent répondre à une question sérieuse. On s'est dit, merde, parce qu'on a peut-être des possibilités de jouer avec Steven Spielberg, et il faut faire Arèche-Beaufort. Et en plus, il a dit, and you will see, it's many good fromage. Fromage. Et là, il a dit, les Beaufortins sont très beaux. Exactement. Et c'est pas tout à fait vrai, mais il y en a quelques-uns. Voilà. Mais à Arèche, il ne suffit pas de faire rire le public, car pour obtenir un prix, il faut aussi séduire et convaincre le jury. Il y a plusieurs critères dont on a discuté, notamment le temps qui va intervenir beaucoup. Et puis on verra sur la qualité de ce qu'ils vont nous proposer sur les 2 soirs, donc avant d'attribuer de se décider pour un prix. Alors pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est un ouvrier, j'explique, hein, j'ai joué en Suisse la semaine Pour cette première soirée, un candidat a fait l'unanimité. Émeric Compré a fait l'éloge d'un disparu en se trompant tout simplement d'enterrement. Un sketch à mourir de rire. L'ouvrier, c'est le camarade de classe que vous ne voyez plus après le brevet des collèges. Hein? Il est où Dylan? Je sais pas, il est parti. Mais que tu recroises quelques années plus tard, les ouvriers, tu les vois tous les 5 ans. C'est la fin de ce journal des Alpes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet alpes.france3.fr. Prochain point sur l'actualité dans votre région ce soir.